Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans Terre des Hommes. Aujourd'hui, je vous propose de nous balader un petit peu le long de nos rivières, de nos lacs, de nos fleuves. Bref, tous ces cours d'eau qui sont de formidables réservoirs de biodiversité, mais qui inquiètent de plus en plus les chercheurs et puis les passionnés de pêche. Y aura-t-il encore des poissons d'eau douce demain? C'est la question que l'on se pose. L'Union internationale pour la conservation de la nature est formelle. Sur les 80 espèces de notre territoire, 15 sont menacées de disparition. Nous le verrons dans notre reportage, la Bretagne n'est pas épargnée, elle était autrefois un berceau du saumon sauvage. Alors quelles sont les causes de ce déclin? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter mais également d'espérer un regain des populations dans certains territoires? On en parle avec mes invités tout de suite après le générique. Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux passionnés de pêche, deux témoins également de la raréfaction des espèces. Bonjour à tous les deux, bonsoir. Gaël Denis, vous êtes ichtyologue, c'est bien comme ça qu'on dit? Absolument, oui. C'est la science, l'étude des poissons. Vous travaillez pour l'Office français de la biodiversité, également pour le Muséum national des histoires naturelles. Vous avez participé à la fameuse liste que je citais à l'instant, cette liste rouge des poissons menacés, des poissons d'eau douce, qui a été publiée en 2019. Et puis vous avez contribué au guide Les poissons d'eau douce en France, un formidable répertoire des espèces. Et là aussi, ça va nous intéresser dans nos discussions ce soir. Et puis Bernard Breton, bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous avez occupé de nombreuses fonctions tout au long de votre carrière dans le monde de la pêche. Et vous êtes aujourd'hui secrétaire général de la Fédération nationale de la pêche en France. Votre dernier livre, le voici, le grand livre Hachette de la pêche, qui a été publié en 2014. Alors d'abord, ce constat, je le disais, ce constat qui repose sur un chiffre d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, publié en 2019, 39% des espèces sont aujourd'hui menacées ou quasi menacées. C'est 9 points de pourcentage de plus que lors de la précédente étude qui avait été publiée en 2010. Je me tourne vers vous, Gaël Denis, pour débuter. Ce guide auquel vous avez contribué, les poissons d'eau douce en France, c'est un grand inventaire de toutes ces espèces. Elles sont très nombreuses sur notre territoire. Elles sont variées. Elles sont nombreuses, oui, mais de moins en moins, malheureusement. Oui, il faut savoir déjà qu'on est dans une période de redécouverte de notre ichthyofaune en France, avec la découverte de nouvelles espèces, mais aussi l'apparition d'espèces étrangères, exogènes, voilà, qui contribuent malheureusement au déclin d'autres espèces. Mais parmi celles qui sont menacées, qui sont listées dans la liste rouge, il y a tout d'abord les poissons migrateurs. Et puis ceux qui naissent dans les rivières, dans les cours d'eau douce et qui ensuite vont faire leur vie, si je puis dire, en mer, avant de revenir, et qui vont subir à la fois les deux contraintes. C'est ça, c'est ce qu'on subit en rivière, en eau douce, mais également en mer. Oui, absolument. Même si la principale contrainte à laquelle ils sont confrontés, c'est ce qu'on appelle l'absence de continuité écologique. Donc tous ces seuils, barrages, tout ce qui est obstacle à la migration, donc, qui font qu'ils n'ont plus accès à leur frayère. Bernard Breton, est-ce qu'il y a je le disais, cette situation qui s'est dégradée? On a des chiffres depuis 2010, puis en 2019. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que la situation s'est de nouveau dégradée depuis 2019? Depuis 2019, oui, elle s'est dégradée pour diverses raisons, et notamment l'introduction de nouvelles espèces. Alors, introduction voulue ou le plus souvent pas voulue du tout, notamment d'Europe centrale. Prague est à 1000 km de Strasbourg. Ouais. Comme quelles espèces en particulier? Des espèces qui ont été introduites par l'activité humaine? Il y a toute une série de petits poissons qui s'appellent des gobies, qui étaient absents du bassin de la Seine il y a 3 ans et qui aujourd'hui sont plus que présents, quoi. Les pêcheurs capturent une centaine de gobies en 1 heure alors qu'ils n'en avaient jamais vu auparavant, quoi. Alors on va revenir après sur cette question, effectivement, ces espèces qui sont amenées à cohabiter ensemble alors qu'elles ne sont pas forcément faites pour cela. D'abord sur les causes de ce déclin, parce qu'elles sont nombreuses. Vous en avez évoqué une, vous avez évoqué également, Gaël Denis, la question des barrages. Quelles sont les autres causes, les autres raisons de ce déclin des espèces, des poissons d'eau douce en France? Il y a les causes classiques qui sont
la destruction de l'habitat, donc différentes actions anthropiques, donc l'introduction d'espèces exogènes qui font de la compétition, qui aussi apportent des nouvelles maladies. Également, ça c'est quelque chose de très nouveau, ça, l'apparition de nouvelles maladies, de parasites, etc., qui infectent donc les espèces natives et qui n'ont pas les gènes ou les défenses pour lutter contre cela. Et puis il y a un phénomène de plus en plus intense ces derniers temps qui est le réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on arrive à mesurer justement l'impact du réchauffement climatique sur ces poissons qui vivent dans les rivières, dans les fleuves? On voit de manière très, très concrète ce qui se passe. Souvenez-vous, l'été 2022, là, pendant que la France était en émoi devant le beluga perdu dans la Seine, à côté de ça, on avait des rivières qui s'asséchaient, l'eau, les températures de l'eau battaient des records, et donc on avait des populations de poissons, de truites, de saumons qui justement disparaissaient, quoi. Bernard Breton, c'est ça la raison aujourd'hui de cette raréfaction des espèces. Il y a vraiment ces deux socles. Il y a d'abord les activités humaines, avec notamment la question des barrages, l'introduction de nouvelles espèces, mais également le réchauffement climatique. Alors, rapporter une dose d'optimisme. Dans les années 60-70, la principale cause de dégradation, c'était la pollution. Aujourd'hui, les pollutions, tout n'est pas réglé, mais... Quel type de pollution ? Pollution urbaine, industrielle, qui était fréquente, avec des mortalités importantes parfois. Dans la Seine, c'était tous les ans, en été, les poissons mouraient. On s'est retrouvé avec 5 espèces de poissons. Aujourd'hui, ce problème n'est pas entièrement réglé, mais c'est il y a une beaucoup réglementation amélioré. qui a été mise en place. Oui, tout s'est mis. Puis les installations se sont mises en place, elles sont de plus en plus performantes. Les réseaux d'égouts ont été revus. Enfin, il y a eu beaucoup d'investissements et ça a donné quand même des résultats. Mais tout le reste est resté en place et les réseaux hydrauliques sont très fragiles quand même. Bon, si on prend la Seine qui alimente en eau potable les Parisiens, s'il n'y avait pas les réservoirs dans le département de l'Aube ou en Haute-Marne, aujourd'hui, pas cette année, mais les 2 années précédentes, il n'est pas sûr qu'on n'aurait pas eu des restrictions d'eau sur Paris, parce que le débit était devenu très faible. Cette raréfaction des espèces, Bernard Breton, vous qui êtes un passionné de pêche, vous l'avez observé aujourd'hui, quand vous allez pêcher à la ligne, vous voyez moins de poissons qu'avant. C'est pas tout à fait comme ça. C'est toujours surprenant parce que ce sont des milieux qui sont... on a du mal à déterminer scientifiquement, il y a des méthodes, etc., mais de déterminer scientifiquement les espèces de poissons présentes. Il y a des espèces qui ont beaucoup baissé, tel le brochet et tout ce qui est truite, pour diverses raisons. L'absence de crue pour le brochet, les températures pour tout ce qui est truite, saumon, etc. Pardon. Et d'autres espèces qui ont pris le dessus sur tout ça, quoi. Bon, on a eu l'arrivée du cendre dans les fin des années 70, le silure depuis une vingtaine d'années, là. Tout ça perturbe les équilibres de manière très forte, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Gaël Denis ? C'est ça. C'est très difficile de quantifier l'évolution des populations de certaines espèces, parce que dans les grands milieux, c'est impossible de faire un inventaire exhaustif. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est un changement des communautés. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus une raréfaction des espèces qu'une diminution du nombre de poissons dans les cours d'eau ? Non, c'est l'apparition de nouvelles espèces d'origine d'Europe centrale, nord-américaine ou asiatique, qui font que les espèces natives tendent à décliner et laissent leur place petit à petit à d'autres.
Et justement, le réchauffement climatique font que le black bass, il y a 20 ans, ne se reproduisait que dans le sud de la France. Maintenant, on observe des fraises de black bass dans la Seine. Alors justement, on va essayer de comprendre les raisons de cette homogénéisation des espèces, les raisons. Certains parlent d'une mondialisation des espèces. Madeleine Métayer, justement, va nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez, chère Madeleine, travaillé sur le sujet. Ce sont des chercheurs qui ont mis au jour cette homogénéisation des espèces. Expliquez-nous ce phénomène, de quoi s'agit-il précisément ? Bonsoir Timothée, bonsoir chers invités. Alors effectivement, des chercheurs ont fait des découvertes importantes au sujet des poissons d'eau douce. Mais avant ça, pour en parler plus précisément, je voudrais qu'on revienne sur un élément central de la vie de ces poissons, leur mort. Au moment de la mort, les poissons laissent, comme nous, derrière eux un squelette. Et ce squelette, en fait, peut devenir un fossile et s'imprimer dans les couches géologiques. Et donc, en novembre dernier, un groupe de chercheurs internationaux a découvert qu'en fait, ces fossiles de poissons d'eau douce étaient des preuves de l'Anthropocène. Alors peut-être à ce stade, l'Anthropocène, Madeleine, rappelez-nous de quoi est-ce qu'il s'agit précisément ? Oui, alors l'Anthropocène, c'est le nom donné par une partie des chercheurs, pas tous, à notre époque géologique. Ces scientifiques considèrent que l'Anthropocène a remplacé l'Holocène vers 1950. Au moment où les échanges mondiaux se sont accélérés, au moment où les changements produits par l'homme ont imprimé une marque irréversible. Pour démontrer ce changement d'époque géologique, les chercheurs de toutes les disciplines collectent des preuves. Et ceux de l'équipe internationale dont je vous parlais tout à l'heure ont fait une découverte importante. Qu'est-ce qu'ils ont découvert alors, ces chercheurs ? Eh bien, ils ont découvert, en observant donc les fossiles de poissons d'eau douce, que plusieurs centaines d'espèces qui auparavant étaient concentrées à un endroit et à un endroit uniquement dans le monde étaient désormais présentes un peu partout. Or, les poissons d'eau douce, sauf quelques exceptions dont vous parlerez, ne se déplacent pas par les océans. L'homme est donc responsable de leur itinérance. L'homme est donc responsable de leur itinérance et cette mondialisation, si on peut dire, des poissons d'eau douce a produit un phénomène intéressant. Regardez la carte d'en bas. Il y a 200 millions d'années, la majorité des terres émergées formaient ce qu'on appelait un supercontinent, la Pangée. Donc aujourd'hui, notre monde ressemble à ça, sauf que cette homogénéisation des espèces de poissons d'eau douce a produit une sorte de nouvelle Pangée, un espace biologique où les espèces sont plus ou moins les mêmes. Regardez-moi ça. La zone en bleu, donc, qui regroupe l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe, en fait, a formé une nouvelle Pangée biologique, où des espèces qui ne sont pas censées se côtoyer, qui ne sont pas censées être les mêmes, forment un tout. Un tout, et ça, c'est un bouleversement majeur, le plus important depuis 200 millions d'années, à considérer ce groupe de chercheurs. Est-ce que cette mondialisation de poissons, est-ce qu'elle est embêtante en soi ? Alors, comme tous les changements, celui-ci est embêtant parce qu'il est massif. Prenons un exemple, par exemple, le goujon asiatique. Donc cette espèce était avant utilisée comme appât par les pêcheurs européens et maintenant on va la retrouver un peu partout dans le monde. Le problème, c'est que le goujon asiatique est une espèce très toxique pour les autres poissons. Donc le changement, c'est sympathique, mais les changements irréversibles, c'est vertigineux. Merci beaucoup Madeleine Métayer, merci pour ces éclairages qui sont intéressants et qui justement nous expliquent un peu ce que vous disiez à l'instant, cette mondialisation en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a mis ensemble un certain nombre de poissons qui finalement se concurrencent aujourd'hui dans les cours d'eau, Gaël Denis. Oui, c'est ça, c'est avec le développement de l'aquaculture. Donc cette internationalisation de l'aquaculture et même de l'aquariophilie, aussi, parce que ça joue beaucoup, font que on retrouve des poissons, des espèces sur plusieurs continents et que ces espèces, ils ont des particularités écologiques, biologiques qui font qu'elles s'adaptent très bien dans leur nouveau milieu et qui sont plus compétitrices
que les espèces natives qui ont toujours été là depuis plusieurs millions d'années. Alors, on va prendre un autre exemple, un exemple précis, un exemple là aussi très symptomatique. C'est l'exemple du saumon, le saumon sauvage. Face à cette baisse du nombre de poissons, eh bien, il n'est pas épargné. On est allé en Bretagne avec les scientifiques de l'INRAE qui ont mis en place un certain nombre de techniques justement pour suivre l'évolution du saumon face à cette baisse. Cette technique, c'est celle de la pêche électrique. Je vous propose de regarder ce reportage que nous avons tourné dans la rivière du Scorff. On va juste pêcher comme ça. On va faire le trait ici, tiens. Donc là, je vais chercher le radier. Une anode électrique, un seau et des épuisettes pour attirer et capturer les juvéniles de saumon des rivières bretonnes. En fait, on est sur les meilleurs secteurs ici. Vous avez vu la surface de radier rapide, là, c'est extraordinaire pour des juvéniles. Oui, saumon. Ici, en Bretagne, on les appelle aussi tacons. Ah, il y a des loches avec, mais il y a 2 tacons. Tiens, on va faire celle-là, là. Chaque année, au mois de septembre, Nicolas Jeannot et les équipes de l'INRAE effectuent un inventaire par pêche à l'électricité. Donc là, je vais commencer mon trait d'électrode. Ça va sonner quand il y a l'électricité. Voilà. Là, on a un champ électrique autour de l'anode. Et les poissons ou les saumons éventuels qui seraient là seraient capturés ici. Encore 1 minute 10. 5 minutes de pêche sur chacune des 80 stations de contrôle permettent d'obtenir un échantillon représentatif. Non, il n'y en avait pas là. Si? Ah, bah il y en a un. Bah voilà, je ne l'avais pas vu, moi, lui. Ben, Ces bébés saumons sont nés l'année dernière dans la rivière du Scorff. Certains migreront dès 2025 vers la mer, avant de revenir 1 ou 2 ans plus tard pour se reproduire. Jusqu'à peu, la Bretagne était l'un des derniers sanctuaires du saumon sauvage en France. Mais depuis quelques années, les tacons sont de moins en moins nombreux. Pour l'instant, les indices nous amènent à avoir des chiffres entre 0 par station, certains secteurs, jusqu'à une vingtaine. C'est la meilleure qu'on ait observée. Alors qu'en moyenne, on est plutôt de l'ordre de 30 à 35 juvéniles sur la série des 30 dernières années, quoi. Donc là, il nous en manque vraiment beaucoup. Allez, on va faire la table de biométrie. Cette raréfaction inquiétante pousse les scientifiques à contrôler rigoureusement la santé de ces juvéniles avant de les relâcher. Premier poisson, on fait un essai. Sur la berge, la scène a des allures de visite médicale. Grâce à la table, on va mesurer le poisson, comme ceci. Donc là, j'envoie la taille sur l'ordinateur, ça arrive directement sur l'ordinateur. J'envoie le poids également. Et là, je vais marquer le poisson. Cette petite puce permettra de suivre et d'identifier le saumon après son retour en rivière. Aucun détail n'est laissé au hasard. Ouais, il est un peu écaillé celui-là. Perte d'écaille. Un suivi à la trace, également permis par un prélèvement ADN. On va pouvoir observer grâce à ça la génétique du poisson, là où se situe en fait sa génération, s'il est vraiment du Scorff, s'il a un mélange avec d'autres rivières voisines par exemple. On va pouvoir aussi voir ses géniteurs et le comparer à celles de ses géniteurs. Ici, sur ce graphique, Ces données précieuses permettront ensuite aux scientifiques d'établir un modèle précis de dynamique de population en France et à l'international. on a en fonction des années, depuis 1994 jusqu'à 2023, en fait une évaluation par les barres bleues de la quantité d'œufs qui a été pondue par les femelles dans le Scorff. Et de mieux comprendre les raisons de ce déclin. Nos populations de saumon elles subissent probablement les impacts passés. Alors, on a vu avec les barrages, de l'exploitation qui peut être sélectif, dégradation des habitats, etc. Et ces dernières années se conjuguent également avec les effets potentiels du changement climatique et particulièrement en mer, donc ils reviennent moins nombreux avec des conditions, ils sont peut-être plus petits avec des poids moindres. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on se remette en configuration en eau douce pour être le plus robuste possible par rapport à ces évolutions dans l'océan qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera certainement pas. C'est important de ne pas construire de nouveaux barrages, de ne pas remettre en usage de nouveaux barrages, que ce soit pour de la production hydroélectrique ou que ce soit pour, par exemple, de la production de pisciculture. Chaque année, plusieurs barrages sont détruits afin de faciliter le passage de ce poisson migrateur et d'éviter qu'il ne soit un jour inscrit sur la liste des espèces en danger d'extinction. À ce jour, il est considéré par les scientifiques comme quasi menacé. Et on remercie Camille Jaillère pour les images et le montage. Bernard Breton, avec cet exemple du saumon sauvage, là c'est particulier parce qu'on a un poisson qui est migrateur et qui va donc cumuler, on le disait tout à l'heure, les contraintes à la fois en eau douce mais également en mer.
Les contraintes en eau douce, les principales, ce sont les obstacles qui font que les poissons n'arrivent plus, notamment à remonter suffisamment loin sur les cours d'eau et à trouver les zones de ponte, notamment par année sèche. Et en mer, que se passe-t-il? Dès que les petits saumons sont entrés en mer, ils tombent sur des eaux qui, a priori, se sont réchauffées. Ils ont du mal, les courants ont certainement été modifiés à cause des températures qui ont varié. Et les zones dans lesquelles ils grossissaient, ils trouvaient ce qu'on appelle le krill, c'est-à-dire des espèces de petits crustacés, un peu comme des crevettes, dont ils se nourrissaient abondamment. Ces zones, ils n'arrivent plus à les trouver. Et ça, c'est pour tous les pays du monde. Oui, c'est un problème qui ne se cantonne pas à la France uniquement. Gaël Denis, c'est quand même particulier parce que quand on va pourtant dans les supermarchés, aujourd'hui, du saumon, on en voit dans les rayons. Ça pose la question de l'élevage, qui là aussi pose des questions environnementales et éthiques. Oui, le contexte du saumon d'élevage est tout autre, parce qu'en effet, on trouve facilement du saumon au supermarché. C'est des saumons qui sont dans des fermes, des petites structures dans les fjords, en Norvège ou en Écosse notamment. Et donc le souci, c'est que ces saumons, ils font leurs besoins, hein. Et donc il y a une grosse pollution également de phosphore, notamment sur le milieu. Et même si on inclut dans ces fermes donc les lampes là, donc c'est des petits poissons là, dont on connaît les œufs qu'on mange à Noël à la place du caviar là, c'est ces petits poissons là qui mangent aussi leurs excréments. Mais ça ne résout pas le problème, c'est aussi un gros problème environnemental. Environnemental et aussi éthique. Alors justement, quelles sont les manières, que peut-on faire aujourd'hui pour restaurer les populations? On a beaucoup parlé de l'activité humaine. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que nous avons une prise là-dessus, nous pouvons faire des choses. Bernard Breton, quelles sont les pistes aujourd'hui qui sont envisagées, qui sont mises en place, dans certains cas, pour enrayer cette raréfaction des poissons d'eau douce? Depuis pas mal d'années, on essaie d'éliminer les obstacles, notamment les plus redoutables. C'est très compliqué parce que administrativement, ça prend beaucoup de temps. Ça déjà enlevé, ça irait déjà mieux, on aurait un plus gros recrutement. Mais là, on n'a pas de prise, c'est sur la mer. Là, on n'a plus aucune prise. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Gaël disait, parler de la Norvège. La Norvège, aujourd'hui, c'est plus d'1 million de tonnes de saumon qui sont produites. En saumon d'élevage? En saumon d'élevage. Mais il y a 30 ans, c'était zéro, quoi. C'est beaucoup moins. Sur nos rivières, sur nos cours d'eau français, Gaël Denis, est-ce que les solutions qui sont mises en place aujourd'hui, est-ce qu'elles fonctionnent? Pas assez. Il y a régulièrement, on entend parler d'un barrage qui a été ou bien démantelé ou bien qui a été réaménagé pour permettre le passage des poissons. Est-ce que ce sont des choses qui marchent? Alors, on parle beaucoup de la construction de passes à poissons. Alors, le problème, c'est qu'il y a plein de sortes de passes à poissons. Tous ne sont pas forcément efficaces, hein, même très peu. Hein. Quand on dit que tel grand barrage est équipé d'un ascenseur pour les saumons, je ne suis pas sûr que le saumon sache que c'est un ascenseur. Hein. Il faut qu'il intègre l'idée, tiens, si je vais là, il y a un truc qui va m'emmener là-haut. Ça ne fonctionne pas très bien. Voilà. Au final, le rendement est quand même assez faible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour enrayer cette diminution? De toute façon, il faut améliorer cette continuité écologique. Donc, l'idéal, c'est de retirer tous les barrages. Bon, tout le monde ne va pas être d'accord. On comprend. Il y a toute une économie derrière, la sûr. pisciculture, la production hydroélectrique également. Bien sûr, et quand on a affaire donc aux agriculteurs qui veulent de l'eau pour arroser les champs, EDF qui veut faire l'hydroélectricité, nous derrière, on n'a pas beaucoup de poids pour préserver nos poissons. Il faut savoir que le Rhône a perdu toutes ses espèces
de poissons migrateurs en un siècle. Hein. Donc d'abord les surgeons, puis la lauze, l'emperoi marine, etc. Ouais. Donc il faudrait préserver donc les poissons migrateurs des autres bassins versants, sachant qu'ils vont déjà très mal. Et que l'on se mette d'accord aussi, parce que Bernard Breton, on a l'impression qu'aujourd'hui, quand on discute avec des pêcheurs, tout le monde est d'accord pour dire eh bien, qu'il faut préserver, protéger les espèces, mais on n'est pas forcément d'accord sur les solutions à mettre en place. Et non, les pêcheurs ont toujours une tendance à raisonner réglementation en disant on va mettre des barrières, ça va aller beaucoup mieux. Mais que si le milieu n'est pas bien favorable, ben ça ne sert pas à grand-chose, quoi, hein, pour être honnête. Les pêcheurs ont quand même beaucoup investi sur le saumon. Quand on voit le scorf, là, il y a quand même des zones où vraiment parfaite pour le saumon et ça marche de moins en moins. Donc il y a aussi d'autres raisons qu'il faut intégrer. Et est-ce qu'on arrivera à sauver une espèce comme le saumon ? Ce serait dramatique pour tout le monde si on n'y arrivait pas, quoi. Et on est tous bien d'accord pour le dire. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci pour ces éclairages des passionnés de pêche que vous êtes. Je renvoie vers vos différentes publications pour ceux qui souhaitent creuser encore le sujet. On se retrouve dans 2 semaines. Vous ne retrouverez pas le sujet à la présentation. Il sera question de l'engagement des jeunes en faveur des engagements environnementaux. Faut-il politiser l'engagement écologique ? Réponse le 27 octobre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Le Figaro TV.